Et nous sommes en ligne. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Rentrez, rentrez, installez-vous, prenez un thé, un café, mettez les pieds sur le bureau. Donc vous allez peut-être avoir des problèmes avec votre boss si vous faites ça, mais vous pouvez lui dire que c'est moi qui vous l'autorise. Hop, on va commencer dans quelques instants, le temps que les petits derniers retardataires puissent arriver. Et j'en profite pour vous faire une petite explication pour ceux qui n'en auraient pas l'habitude. Hélène et moi, on ne peut pas vous voir, on est triste. On ne peut pas vous entendre non plus, il n'y a pas de micro et on est triste aussi. Mais cela étant, il y a 2 options pour vous qui sont à votre dispo normalement en bas de l'écran à droite. Vous avez le chat et je vois que ça s'active déjà pour dire bonjour, bonjour et bonjour à tous. Et moi aussi, j'en profite. Bonjour tout le monde. Hop, donc ça, c'est pour pouvoir échanger entre vous, faire un concours pain au chocolat, chocolatine, le nord, le sud, la météo, tout ce que vous voulez pendant qu'on attend. J'aime bien lancer des sujets clivants dès le début. Pain au chocolat, chocolatine, en général, ça part assez vite en live. Et éventuellement, donc ça, c'est vraiment la partie plus chit-chat, mais vous avez aussi le bouton d'à côté qui s'appelle le bouton questions. Et ça vous permettra de poser vos questions directement à cet endroit-là. On n'y répondra peut-être pas directement en live, on pourra probablement et sûrement même y répondre à la fin. Hop, ça en fait du monde ce matin en notre compagnie, Hélène, dis donc. Bah écoute, tant mieux. Mais C'est oui, bien. ça fait plaisir. Bah ouais. On est content que vous preniez ce temps avec nous. C'est que le sujet est intéressant. C'est bien. Ah, le sujet On a parle bien, à des gens, en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent on a bien ça bossé. m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse, il y a des trucs, on a des trucs à se dire. Voilà. On a tellement de trucs à vous raconter. En vrai, peut-être qu'on est là jusqu'à demain matin. Mais on va essayer de raccourcir. Alors, faut pas essayer d'être raisonnable et d'aller à Euh, l'essentiel quand même. Alexandre, du coup, il a eu peur. Il veut savoir s'il y a un replay. Alors, ça va pas vraiment durer jusqu'à demain. Mais oui, il y aura un replay, quoi qu'il arrive. Il sera dispo très, très vite après la fin du webinaire. Hop, quelle heure il est 34. Moi, si ça te va, je me dis qu'on va pouvoir se lancer. Eh ben allez, je suis prête. Let's go. Eh bien, comme je disais à tout le monde, bonjour et bienvenue. On en est au second épisode de notre rendez-vous des experts. C'est un nouveau format lancé du coup par Bound depuis le début d'année. C'est 30 à 60 minutes d'échange avec un super expert métier des ESN, à qui, donc du coup, toute l'année, on va avoir un expert différent. Le but, c'est de vous donner des retours d'expérience, de l'expertise poussée à chaque fois sur des thématiques terrain bien spécifiques et bien cadrées pour que vous puissiez en retirer le maximum de bénéfices et le maximum de choses à appliquer dans votre quotidien, parce qu'on est là pour vous faciliter la vie, mine de rien. Pour ceux qui ne le sauraient pas, parce que je parle beaucoup, moi, c'est Charlie. Promis, après, je parlerai un peu moins. Je suis responsable du support chez Bound et je serai votre animatrice aujourd'hui avec grand plaisir. En coulisses, ma partner in crime, la femme que vous ne verrez pas physiquement, mais que vous verrez dans le chat et dans les questions, c'est Sarah, qui est notre Content and Customer Education Manager. Autrement dit, c'est la personne super cool qui vous prépare des tonnes de contenu, à vous donner des livrets blancs, le super visuel que vous voyez actuellement à l'écran, etc. Tout ça, c'est elle. Et on a co-construit ce nouveau format du coup du rendez-vous des experts ensemble et on a hâte, comme d'hab, de savoir ce que vous allez en penser une fois que l'épisode sera passé. Le sujet du jour, recrutement en ESN, affirmer votre expertise et créer de la valeur. Donc, vous l'avez compris, ce matin, on papote recrutement. Pourquoi on est parti sur cette thématique? Ça part toujours un peu d'un constat chez Bound et un scénario qui se répète souvent. Mais souvent d'ailleurs pour notre plus grand plaisir, c'est-à-dire qu'une petite, bon, je mets des guillemets, une petite société rejoint Boon Manager pour faire son onboarding. Ça fait parfois quelques années qu'ils existent, mais ils ont encore un scale qui reste en tout début, en balbutiement. Parfois, c'est carrément de la création de société. Et à cette étape-là, souvent, on a un ou une dirigeante qui est en mode chef d'orchestre et qui fait tout, et donc qui peut tout contrôler. Je suis commercial, je suis recruteur, je suis ADV, je suis recouvreur de paiement, je fais absolument tous les boulots en un. Et puis finalement, on grandit, on arrive à recruter un commercial, un deuxième commercial qui vont pouvoir décharger toutes ces tâches, cette partie-ci.
Et là, on va avoir un moment un peu charnière pardon, dans l'évolution des sociétés. C'est le moment où on va pouvoir ajouter dans la team un recruteur, 2 recruteurs et un pôle dédié. C'est-à-dire qu'on arrive au moment hyper clé où ces 2 pôles doivent pouvoir travailler étroitement ensemble, doivent pouvoir, j'allais dire, collaborer pour aider à la croissance de votre entreprise. Et la réalité fait, si vous êtes avec nous ce matin aussi, c'est que vous êtes confrontés à ça plus ou moins au quotidien, c'est que souvent, cette collaboration, elle peut coincer. Il y a des reproches des 2 côtés, le commerce qui reproche aux recruteurs de ne pas comprendre les besoins clients, les recruteurs qui reprochent au commerce de manquer de transparence et qu'ils n'arrivent pas à recruter des profils parce qu'ils ne comprennent pas de toute façon ce qu'ils veulent. Voilà, ça s'embourbe, c'est compliqué pour travailler et du coup, ça ralentit toute l'entreprise, ça ralentit la croissance. C'est valable pour les sociétés qui grandissent, c'est valable pour les sociétés qui sont déjà en place. Donc, c'est vraiment un sujet qui, pour nous, on pense, est hyper important et qui peut être un vrai frein pour votre business. Donc, c'est pour ça qu'on avait envie de l'explorer ce matin. Et on avait encore plus envie de l'explorer parce qu'il y a 2 semaines, on a organisé un événement physique à Paris qu'on appelle les ESN Connect, où on avait une cinquantaine du coup de recruteurs d'ESN qui se sont mobilisés pour échanger ensemble sur ces problématiques-là. Et du coup, on avait envie d'en parler avec vous et on avait surtout envie de les soumettre à une super experte. Et super experte que je vous présente. On a Hélène Lee avec nous ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Charlie, bonjour tout le monde. Super experte, je sais pas, mais je connais pas trop mal le sujet, on va dire. Si, super experte. Ça fait, tu as travaillé pendant 9 ans comme recruteuse IT, du coup, en cabinet et en ESN. Ouais. Et aujourd'hui, je dis que tu es une experte parce que maintenant, tu mets ton savoir et tes connaissances et tout ce que tu as vu pendant ces 9 ans au service des autres parce que tu es formatrice pour aider les recruteurs à monter en puissance, notamment sur leur expertise tech. Est-ce que j'ai tout bon jusque-là? T'as tout dit. Ouais, j'ai été recruteuse IT, j'ai travaillé en ESN pendant 7 ans, dans plusieurs ESN différentes. Et effectivement, ça fait 5 ans cette année que je suis devenue formatrice, avec vraiment une spécialisation sur l'accompagnement des recruteurs et des recruteuses dans la tech. Et vaste sujet. Et du coup, nous, on avait vraiment à cœur de pouvoir t'amener avec nous parce qu'on a eu le plaisir d'être mis en relation par notre recruteur à nous, Jean-Florian, qui nous a dit « Ok, vous voulez quelqu'un d'externe à Boone qui soit un expert sur le sujet, qui donne que des bons conseils sur les réseaux sociaux, allez parler à Hélène, c'est une obligation légale. » J'ai dit « D'accord, vas-y, viens, on y va. C'est parti, on papote. » Merci Jean-Florian pour la mise en relation. Il t'a bien vendu, mais il n'a pas menti. Pour avoir passé du temps avec toi, il n'a pas menti du tout. Je précise. Hop. Et du coup, c'est le moment de démarrer. La petite fusée est en place. Pour ceux qui étaient là avec nous la dernière fois, normalement, on lance le débat avec un sondage. Pop. Que voici. C'est pour le moment pour vous faire travailler un petit peu vous et pour avoir votre ressenti. Et donc la question, c'est quel est votre plus grand défi en matière de recrutement aujourd'hui? Et vous allez voir que du coup, il va y avoir plusieurs possibilités. Donc là, je vous invite à répondre et à nous en dire un petit peu plus sur ces grands défis de recrutement, si vous voyez bien le sondage. Normalement, il est publié. Sinon, il faut que Sarah vole à mon secours. C'est pratique d'avoir quelqu'un derrière. Ah ouais, je suis d'accord. Oh là là. Après, peut-être que les gens vont nous dire les 4, j'ai envie de, il faut tout, etc. En même temps, alors attends, qu'est-ce que ça nous raconte du coup dans les résultats? Quand même, il y a une belle tendance qui se prépare, c'est-à-dire que pour eux, le plus grand défi, c'est trouver des candidats qualifiés. Petite pénurie de talents, suivie de convaincre et fidéliser les candidats sans mission immédiate. Et tu vois, je suis assez surprise par le résultat parce que finalement, intégrer l'IA dans les processus de recrutement, c'est en dernier. Non, ça m'étonne pas. Ouais, tu l'avais vu venir? Ouais. Du coup, on va en reparler, alors c'est parfait. Et ça grimpe, ouais, 51%, trouver des candidats qualifiés, pénurie de talent. Et vous êtes au bon endroit parce qu'on va discuter de ces différents points et on va aussi appuyer sur celui-ci en particulier parce qu'on sait que c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer
compliquées au quotidien. Alors du coup, si tu es prête, Hélène, on va commencer par la première question, le petit warm-up, mais quand même qui va lancer un vaste sujet. C'est que j'aimerais savoir qu'est-ce que les recruteurs en ESN qui font appel à tes services te demandent. En gros, quelles sont les principales problématiques qui viennent te soumettre? Est-ce que c'est un peu comme dans le sondage ou est-ce qu'il y en a d'autres? Et une autre question qui me vient à l'esprit sur ce point-là, c'est t'es formatrice recrutement en ESN, mais du coup, est-ce que tu es uniquement sollicitée par des recruteurs ou en fait, finalement, il y a d'autres scopes d'ESN qui viennent toquer à ta porte pour bénéficier de ton expertise? Alors, peut-être juste reprendre je crois que je vais répondre en premier à ta deuxième question. Ok. Donc, je disais tout à l'heure que ça fait 5 ans que je forme des recruteurs dans l'IT. C'est vraiment la niche que j'ai choisie. Aujourd'hui, je dirais que la moitié de mes clients sont des ESN, que l'autre moitié sont des cabinets de recrutement spécialisés, des éditeurs, des entreprises, des clients finaux, quoi, des entreprises où on recrute des profils tech en interne. Et qu'aujourd'hui, globalement, j'ai une grande majorité d'équipes recrutement que j'accompagne, des recruteurs, mais je forme aussi des ingénieurs d'affaires, beaucoup en ESN et en cabinet, des gens qui sont très consultants, donc ont un gros volet commercial à gérer. Je forme aussi des responsables RH, des responsables de com, des responsables de formation et de gestion de compétences en interne. En fait, toutes les personnes qui vont devoir comprendre des besoins de recrutement, gérer des recrutements et ensuite gérer des collaborateurs en interne, c'est-à-dire gérer de la formation, des plans de formation, de l'employabilité, tu vois, du développement de compétences, ce genre de choses. Et donc où tu vas avoir quand même besoin de comprendre un maximum de choses sur l'univers de la tech pour bien accompagner les gens. Et pour répondre à ta première question, qu'est-ce qu'on me demande en priorité? Enfin, quelles sont les problématiques qui reviennent le plus souvent? Il y en a 2 grandes. Okay. La première, vraiment le sujet numéro 1, c'est comment je fais pour comprendre ce que font les gens que je recrute. En gros, c'est le côté vernis technique, c'est le côté crédibilité, légitimité, et c'est vraiment le sujet sur lequel je travaille énormément. Je dirais que c'est plus de la moitié aujourd'hui de mes clients qui me contactent pour ça, c'est pour développer leur culture tech. Ouais, parce que du coup, quand parfois tu es recruteur, tu es catapulté en ESN parce que le boulot t'intéresse, sauf que tu te retrouves dans un épisode de Voyage en terre inconnue où on commence à te demander de recruter des gens qui font du DevOps avec des tonnes de skills que moi-même je vois passer en bossant chez Boon, qui ne me parlent absolument pas et j'ai aucune idée de comment vérifier les compétences de quelqu'un sur le sujet. De toute façon. Mais bien sûr, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu quand j'ai démarré dans la tech en 2013. Je comprenais rien. La première semaine, les premières semaines, c'était, comme tu disais, voyage en terre inconnue. Je suis arrivée, je comprenais rien. J'avais l'impression qu'on parlait un autre langage. Il y avait des dizaines d'acronymes. J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire. Des postes dont j'avais jamais entendu parler. Et le premier poste, je t'en avais parlé quand on a échangé toutes les deux. Le premier poste sur lequel j'ai dû recruter, c'était un architecte logiciel. Je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. J'ai cherché un peu, etc. Et à l'époque, j'utilisais pas LinkedIn comme tout le monde l'utilise aujourd'hui. Moi, j'utilisais Viadeo. J'avais contacté par erreur un architecte des bâtiments de France. Je te laisse imaginer que ça n'a pas marché et que lui, en fait, m'a envoyé un message en me disant « Visiblement, vous ne comprenez rien ni à mon métier ni au vôtre. » Ça fait mal. C'est un peu violent. C'est un petit peu violent comme réponse. Mais en vrai, moi, je le vois beaucoup avec les recruteurs que j'accompagne. C'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, en ESN, ce qui est difficile, c'est que tu as la pression, tu dois aller vite. Tu dois effectivement contacter des gens qui sont pas dispo. Il y a une pénurie, je le mets entre guillemets, on va peut-être en reparler, qui est un peu artificielle, mais ça implique quand même de pouvoir comprendre ce que font les gens. Et c'est un vrai sujet parce que beaucoup alors je mets candidats aussi entre guillemets parce que bien souvent ils sont pas candidats, mais en tout cas les professionnels dans la tech, c'est ce qu'ils reprochent beaucoup aux recruteurs. C'est de toute façon, j'ai pas envie d'échanger avec eux parce qu'ils comprennent absolument rien à mon job. Donc pourquoi je devrais échanger avec des gens qui comprennent pas ce que je fais, qui comprennent pas mon vocabulaire, etc. Et c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai compris, que j'ai vraiment voulu faire cette formation en priorité, que j'ai construit d'ailleurs avec des techs. C'est vraiment dans l'idée de simplifier ça et d'aider les recruteurs à avoir des repères là-dessus pour construire une relation de confiance, se sentir plus crédible, plus légitime,
Et ça marche aussi avec les commerciaux pour comprendre mieux les besoins chez les clients, challenger, repérer tout de suite quand il y a quelque chose qui est pas cohérent dans un besoin, dans une liste de compétences. C'est aussi important d'ailleurs que les ingénieurs d'affaires en ESN aient une bonne culture tech que du côté des équipes recrutement. Oui, pour le coup, c'est vraiment le sujet de la confiance des Ah gens que ouais. tu vas contacter pour leur proposer un Ouais. boulot et du côté des commerciaux, bah, au moins quand tu vas discuter avec le client, il se dit direct: «OK, il sait de quoi je parle, il sait où je vais, il va peut-être me proposer des trucs que j'ai pas imaginés et en fait, et c'est top». Sur En ce tout sur cas, la capacité à challenger, tu vois, parce que quand tu es ESN, en plus, tu te présentes quand même un peu comme l'expert qui va accompagner les clients sur leurs projets numériques, etc. Tu es là en disant, bah oui, nous, on va vous aider et tout. Et puis en fait, tu arrives et le client se dit, mais attends, le commercial comprend pas tout, il n'est pas capable de challenger, de creuser, etc. Et puis les recruteurs sont pas formés non plus. Donc c'est un vrai sujet. Hein. Vraiment, je pense qu'il y a beaucoup aussi de recruteurs qui arrivent en ESN qui s'attendent pas à ça et qui d'ailleurs abandonnent au bout de quelques temps en se disant en fait la tech c'est pas fait pour moi. Sauf que ouais. la tech c'est comme n'importe quel domaine. Si tu apprends le vocabulaire, l'écosystème, à comprendre qui sont les acteurs, etc. C'est pas plus compliqué qu'un autre Ouais. secteur. C'est juste un secteur effectivement qu'il faut savoir s'approprier, vulgariser, comprendre. Et après, évidemment, les candidats peuvent t'aider aussi à faire ça. Mais c'est Mmh. important, je pense, d'avoir ce vernis tech. Ça, c'est le premier gros sujet. Mmh. La culture tech pour être crédible, pour être légitime, pour se démarquer des autres. Deuxième gros sujet, bah, c'est la priorité numéro un des recruteurs dans l'IT, c'est trouver les candidats. Sourcing. C'est le sourcing de manière générale. Alors moi, dans le sourcing, je vais mettre trois choses. Pour moi, le sourcing, c'est trois piliers qui sont indissociables les uns des autres. C'est un, bien comprendre le besoin, parce que si t'as pas compris, tu peux chercher ce que tu veux, mais tu le trouveras pas. Deux, c'est effectivement tes techniques de recherche. Est-ce que tu as les bonnes techniques et est-ce qu'elles sont adaptées à ton marché? Parce que bah, peut-être que tu as eu des habitudes d'aller chercher des gens, mais que c'est pas adapté à la tech et en plus la tech évolue. Donc on sait qu'il y a des gens qui ont quitté LinkedIn, que LinkedIn c'est peut-être pas non plus le meilleur endroit, qu'il y en a en tout cas d'autres. Donc aussi apprendre à diversifier tes canaux, aller chercher ailleurs, etc. Et puis surtout avoir les bonnes approches. Parce que si tu sais identifier des gens, et on peut y arriver aujourd'hui, identifier des gens c'est bien et c'est relativement facile, je le Mmh. mets, voilà, je mets toutes les précautions, Facile je à sais que c'est situer. dur. Mais ce qui va être important surtout, c'est de donner envie à ces personnes de te répondre. Parce que si tu contactes 50, 60, 100 personnes par semaine, mais que tu as un taux de réponse hyper bas, tu t'épuises Rien. pour rien. Les gens te snobent, te répondent pas, te voient pas tes messages. Et donc, tu contactes beaucoup de gens, oui, mais tu n'arrives pas à convertir. Donc, ce qui va être important, c'est aussi la conversion, c'est que derrière, tu transformes ces gens en candidats qui vont s'impliquer dans ton process de recrutement et qui vont avoir envie d'échanger avec toi. Et du coup, mine de rien, tu m'amènes à une petite transition parfaite pour une autre question que j'avais envie de te poser. Donc là, on reviendra probablement un peu sur le focus du travail, le fait de, essayer de viser large et de faire trop de communication, productif, pas productif. Mais tu as aussi un biais en ESN, c'est souvent que la réputation des ESN, bah, c'est un sujet qui fait débat. Le secteur n'a pas forcément, une bonne réputation. On va pas, se lancer dans le détail précis parce que c'est toujours un peu triste, de voir la réputation qu'on peut avoir et ça peut entacher le fait que, ben, les candidats, ils ont pas envie de te répondre parce que: «Oh là, non, en fait, cette ESN, j'en ai entendu parler soi-disant par X ou Y», d'ailleurs vrai ou pas, parce que des fois les rumeurs, ça fait le tour et ça se déforme assez rapidement et que le marché en lui-même de l'ESN, il a pas toujours une image, très glamour parce qu'on a encore le côté, j'allais dire années 80, je suis peut-être un peu, trop loin, mais vraiment le truc, à l'ancienne et cetera. Et est-ce que, pour toi, dans ces cas-là, quand on vient de parler aussi sur ce sujet, réputation et du fait que, bah, ça bloque pour le recrutement potentiel, est-ce que tu as des leviers concrets qu'on peut actionner pour, rassurer les candidats sur ce sujet-là? Déjà, la première chose, c'est que oui, on va pas se mentir, bien sûr que les ESN ont mauvaise réputation, même si l'idée, c'est aussi d'essayer de pas mettre toutes les ESN dans le même sac. Oui. Toutes les ESN ne travaillent pas de la même manière, font pas la même taille. Enfin voilà, dire les ESN. Quand on parle des ESN, c'est quand même un gros marché. Il y a des milliers et des milliers d'ESN en France, donc on va déjà essayer de pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais une fois qu'on a dit ça, par rapport aux candidats, eux, ce qu'ils voient, c'est ESN dans la tête de beaucoup de textes, c'est ESN égale marchand de viande, en gros. Oui. Ils sont là pour se faire de l'argent sur notre dos, on est des pions pour eux, etc., etc. Je pense que la première chose en réaction à ça, c'est de ne pas avoir honte.
d'être une ESN et de le dire dès le début. Il y a un truc que je vois beaucoup ces derniers temps, je dirais depuis à peu près 2 ans, que je ne voyais pas avant, et moi j'ai jamais vécu quand j'étais recruteuse. C'est des recruteurs en fait qui ont tellement peur de prendre un refus, qui cachent qu'ils sont une ESN. Ils mettent des trucs du style société de prestation, cabinet de conseil, etc. Ouais, mais sauf qu'à un moment, quand les gens vont découvrir, et j'en parlais avec une recruteuse en formation la semaine dernière, elle me dit ah ben tu vois j'ai pas été hyper claire dans mon approche, et quand il a compris qu'on était une ESN, il m'a dit ah mais en fait vous êtes une ESN mais ça m'intéresse pas. Donc première chose, on est, enfin ça sert à rien, faut pas cacher des trucs, faut être transparente dès le départ. Si des gens veulent pas bosser en ESN, attendez pas de leur dire au bout de je sais pas combien d'échanges que vous êtes une ESN, ça ne sert à rien. Au contraire, on parlait de confiance tout à l'heure. Si tu veux établir de la confiance avec les gens mais que tu leur caches au début qui tu es, c'est moyen en termes de confiance. Et la deuxième chose, c'est d'avoir des arguments pour essayer de comprendre pourquoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe, de rebondir. Si quelqu'un dit ah non, moi je suis pas du tout intéressée par les ESN, j'ai pas envie, c'est déjà de comprendre, c'est de dire bah ok, ouais, je comprends, c'est un peu normal vu la réputation qu'ont beaucoup de ESN sur le marché. Mais sur quoi elle repose? Qu'est-ce qui vous plaît pas en fait dans le ESN? Qu'est-ce qui va pas? C'est de prendre le temps de rebondir, parce que il y a des gens, ils ont jamais été en ESN et ils ont entendu que, on leur a dit que, tu vois, ça repose sur des on-dit, sur des croyances, etc. Donc c'est de rebondir sur ça et de pouvoir dire ok, j'entends, je le comprends, c'est quelque part c'est assez normal. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'avez pas envie, qu'est-ce qui va pas? Et derrière, encore une fois, de rester dans de la transparence, de pouvoir dire, moi j'entends des fois des gens en ESN qui vont dire, ah, machin, on est différents, etc. Oui, ok, on est différents. Mais en quoi on est différent des autres? Parce que je disais tout à l'heure, toutes les ESN sont pas les mêmes. Et la deuxième chose, c'est de ne pas, mais ça c'est pas que dans la tech, hein, c'est généralisé, c'est de pas faire de promesses que tu peux pas tenir. Je vois des fois en ESN, tu vois, je vais prendre le sujet du télétravail, mais le télétravail, c'est un sujet hyper important pour les techs. Et j'ai parfois des recruteurs qui ont du mal à dire, ben non, en fait, je peux pas vous garantir 3 jours de TT parce que ça va dépendre beaucoup de la culture du client. On travaille sur ça, on sensibilise nos clients sur ça, mais je peux pas vous promettre que si vous venez chez nous, vous aurez que des missions avec 3 jours de télétravail. Mais en fait, il faut être hyper transparent. Il faut éviter à tout prix les désillusions. Moi, je suis vraiment à fond pour l'idée d'être honnête, transparente dès le début, de ne pas cacher les choses. Et plus on est transparent, plus on est honnête avec les gens. Et en général, plus ils te le rendent. Parce que comme tu disais tout à l'heure, dans les ESN, si on a mauvaise réputation, c'est aussi parce que parfois c'est mérité, parce qu'on a menti aux gens, on leur a fait croire des choses qui sont fausses, on a un petit peu arrangé la réalité. Et donc voilà, je pense que le plus important, vraiment ESN ou pas, mais encore plus en ESN, c'est l'honnêteté, la transparence, pas se faire passer pour qui on n'est pas, et assumer. Enfin, travailler en ESN, c'est pas un gros mot. Hein. Non, et puis surtout, finalement, c'est un moyen de casser les relations qui est, j'allais dire, hyper rapide. J'ai vendu du rêve parce que j'ai fait un entretien avec un candidat, comme tu le dis, en lui parlant de télétravail, en lui parlant de perks en plus, d'avantages, etc., en lui vendant du rêve sur le fait qu'il ne sera jamais en intercontrat, etc. Même si, bon, on peut se dire qu'il y a anguille sous roche quand l'entretien il commence comme ça, je ne dis pas le contraire, mais en fait, la personne, elle va arriver chez toi dans ton ESN, elle va commencer à discuter à droite à gauche avec les collègues, elle va se dire oula, en fait, moi, j'ai pas signé pour ça. Et du coup, toi, tu auras perdu ton temps et après, on aura fait l'onboarding de quelqu'un qui va partir au bout de 3 jours parce qu'il voit pas l'intérêt. Mais bien sûr. Parce que ta marque employeur, en vrai, elle est pas en adéquation. Nous, ce qu'on voit souvent chez Bound, c'est que finalement, c'est assez rare que nos clients ils aient un service de communication ou un service de marketing. Alors, ma petite blague en général, c'est de dire autre que le stagiaire qui va s'occuper d'animer les réseaux sociaux, parce qu'on considère que personne n'a le temps et que finalement, c'est le dernier maillon de la chaîne qu'on va faire parce que c'est pas ça qui rapporte de l'argent. Sauf qu'en vrai, le recrutement, c'est du marketing. La marque employeur, c'est un argument. Il faut qu'elle soit bien mise en avant. Et pour reprendre ce que dit ma collègue Sarah d'habitude, c'est qu'il faut arriver à trouver le juste équilibre entre ce que le recruteur il raconte de la boîte
Et en fait, la vérité de ce que tes collaborateurs, eux, ils vont raconter de ta boîte, parce qu'il faut aligner cette marque employeur. Il ne faut pas mentir, il faut de la transparence, il faut de l'honnêteté, parce que sinon, ça casse direct et tu vas te mettre toi-même des bâtons dans les roues et continuer à t'engrainer dans cette mauvaise image de SN ou de ta propre boîte, en vrai. Mais clairement, enfin, vraiment, il y a et c'est généralisé, hein. C'est pas uniquement pour le coup une problématique d'ESN, mais je pense que c'est particulièrement vrai aujourd'hui en ESN parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup d'ESN ont pris du retard et se sont dit finalement c'est pas un sujet. Ou alors, bon, on demande aux recruteurs de faire un post LinkedIn de temps en temps, etc. Et ça va suffire. Et il y a vraiment cette notion. Moi, je prends souvent la pub des yaourts, là, tu vois, ce qui se voit à l'intérieur doit se voir, ce qui se passe à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Et qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux. Mais encore une fois, et pour le coup, j'ai vraiment un exemple très concret sur ça, hein. Moi, j'ai toujours misé à fond sur l'honnêteté et sur la transparence. Oui, Edith, le bifi du Merci d'avoir la ref. J'ai misé à fond sur ça. Oui, je me sens moins seule. J'ai misé à fond sur ça quand j'étais recruteuse. Et je vais te dire, j'ai même des gens qui m'ont dit, franchement, j'ai hésité. J'ai eu une autre ou d'autres propositions en ESN, etc. Et finalement, j'ai choisi de venir chez vous parce que tu m'as dit la vérité. Parce que tu m'as dit, on n'est pas les meilleurs. Parce que tu m'as dit, il y a des sujets sur lesquels on doit progresser et on va essayer de faire ça, 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 etc. Je te promets pas que la vie sera rose. Je te dis pas que tu vas choisir tes missions, etc. Je te dis la vérité. Et du coup, quand moi j'ai quitté la société 4 ans après, il y en a certains qui m'ont dit, franchement, j'ai pas eu de désillusion, en fait. J'ai pas eu de déception. Je savais qu'il y avait des trucs sur lesquels il y avait besoin de progresser, etc. Les trucs sur lesquels tu t'es engagé ou sur lesquels les commerciaux se sont engagés, c'est parce que c'était la réalité. Et honnêtement, c'est un vrai argument. Et dans le monde des ESN, en tout cas, beaucoup m'ont dit, j'ai choisi de venir chez vous à cause de ça, à cause de cette transparence et ce côté vraiment honnête, quitte à c'est pas à noircir le tableau, hein, c'est pas l'idée, hein, mais vraiment à pas cacher les choses et à pas vouloir enrober la réalité, ça sert à rien. Mais en fait, de toute façon, le recruteur, vous êtes le point clé d'entrée des candidats. Vous êtes l'image de la boîte et la première impression qu'ils auront. Tu vois, je suis en train de faire la blague dans ma tête c'est du matchmaking. La personne, souvent, elle va signer pour le recruteur avant de signer pour la boîte. C'est très vrai. Moi, j'ai signé chez Boone comme ça parce que j'ai rencontré Jean-Florian et qu'il avait une telle énergie et une telle honnêteté et la capacité à répondre à n'importe laquelle de mes questions avec oui, ça, c'est la réalité, ça va se passer comme ça, que je me suis dit, ok, j'ai envie d'y aller. Banco, est-ce que je signe pour bosser avec cette personne-là? Parce que si tout le monde est comme ça dans la boîte, franchement, ça va le faire. C'est très vrai. Mais tu vois, oui, dis-moi. J'ajoute une petite chose parce que je comprends que sur l'audience, le sourcing est un vrai sujet. Il y a quelque chose auquel les recruteurs pensent pas trop, c'est de se dire, moi j'ai souvent des équipes de recrutement qui me disent, quand je fais le sourcing, en fait, je vais pas forcément chercher des gens qui sont dans une ESN concurrente parce que je me dis, en fait, je vais leur proposer quoi? Ils sont déjà en ESN, on a une ESN, ils vont peut-être pas avoir envie de continuer. Et la deuxième chose, c'est que souvent, ils vont me dire aussi, ouais, mais t'as vu, il vient juste d'entrer dans une ESN, ça fait une semaine qu'il y est ou qu'elle y est, je vais pas le contacter. Mais bien sûr que si. Parce que tout ce qu'on vient de dire, c'est le moment. Il y a plein d'ESN où ça se passe pas bien, où les gens sont en interco, où en fait, ils arrivent, ça fait une semaine qu'ils sont là, ils ont pas de PC, ils ont pas de mission. Personne leur parle dans la boîte, ils sont dégoûtés, ils se disent, oh purée, j'ai fait le mauvais choix. Mais toi, c'est à ce moment-là que tu arrives en disant, voilà, j'ai vu que vous venez juste de changer de boîte, comment ça se passe, sur quelle mission vous travaillez en ce moment. Mais moi, j'ai plein de gens que j'ai récupérés comme ça, qui m'ont dit, franchement, ça se passe pas trop bien, je suis en interco, je suis un peu tout seul sur le plateau, personne me parle. Des gens qui m'ont dit, j'attends une mission depuis 3 semaines, merci, si vous avez quelque chose. Oui, comme dit Joanne. Ils sont dispo, c'est des gens qui sont en période d'essai. Si tu leur trouves un truc et que tu as quelque chose, mais bien sûr, mais vas-y, fonce. Au contraire, c'est des gens, c'est une super cible. Il faut surtout pas se dire, la personne vient de démarrer, je la contacte pas. On sait qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres exacts dans la tech, mais je pense que c'est aussi élevé que dans le reste des autres jobs. Mais il y a à peu près 20% des gens qui, à la fin de leur première journée, se posent honnêtement la question de revenir le lendemain. Ouais, on en avait parlé la dernière fois, mais oui. Ils reviennent, hein. Mais ça s'est tellement mal passé qu'à la fin de la journée, ils se disent, waouh,
ça craint. J'ai pas envie de revenir. Donc, c'est vraiment, enfin, sur la partie sourcing, ça, c'est un truc qui fonctionne et de se dire, bah, en fait, ouais, dans la tech, notamment en ESN, ça peut super mal se passer pour les gens. Donc, les premiers jours, la première semaine, je dirais même le premier mois, ça peut être une super cible. Ça, c'est vraiment un truc de se dire, si je connais bien mon marché, que je connais bien les ESN concurrentes, j'hésite pas à faire mon sourcing comme ça et à aller voir des gens et à leur dire, j'ai vu que vous venez de démarrer, etc. Vous êtes sur quelle mission en ce moment, ça se passe bien. Parce que si moi j'ai un truc à leur proposer, ça peut faire toute la différence. Du coup, tu m'ouvres un peu la porte sur l'ambiance à l'intérieur de l'entreprise et le fonctionnement des différents services ensemble. On fonctionne bien, c'est pas mal, c'est pas mal. J'avais une question un peu plus cette fois-ci sur le travail du recruteur et sur la relation qu'on peut avoir avec du coup l'équipe commerciale, parce qu'en vrai, c'est le binôme qui tient la croissance de la société. C'est ça qui fait avancer, c'est ça qui rapporte de l'argent, c'est ça qui rapporte la confiance des clients, etc. Pour toi, quels sont les principaux freins à cette collaboration et comment tu fais pour les lever quand on vient avec toi sur ça? J'arrive pas à aligner mes objectifs business et recruteurs. Les deux équipes, elles ont plus envie de se parler, pardon. Mon taux de placement, il est catastrophique. Hélène, s'il te plaît, viens me sauver parce que je sais plus quoi faire. Bon, le premier biais, alors ça, c'est un sujet que je connais bien aussi parce qu'en plus, moi, j'ai longtemps été la seule recruteuse, une recruteuse avec 4 commerciaux. Wow. Tu vois, qui souvent avaient vraiment l'impression que leur job était beaucoup plus dur et beaucoup plus important que le mien et que je travaillais pour eux. Ouais. Donc déjà, il y a deux choses. Il y a un truc très humain, c'est que chacun de notre côté, on a tendance à penser justement que notre job est plus compliqué ou plus important que celui des autres. Et c'est très vrai entre le recrutement et le commerce. On a tendance à se dire, eh ben, oui, le commerce pense qu'ils sont plus importants parce que c'est eux qui ramènent le business et du coup, ils sont souvent favorisés aussi par la boîte parce qu'il y a ce côté, grâce à eux, on fait de la croissance. Et le recrutement se dit, bah ouais, vous êtes bien gentil, mais enfin, si vous nous ramenez l'émission et que nous derrière on trouve rien, ça va pas marcher non plus. Donc déjà, il y a déconstruire un peu ce biais et de se dire, non, en fait, il n'y a pas un job qui est plus important, plus dur, etc. que l'autre. Il y a l'idée qu'on fait des choses différentes, mais qui doivent servir le même objectif. La deuxième chose, je viens de le dire, c'est d'arrêter de penser qu'on travaille les uns pour les autres, mais vraiment qu'on travaille les uns avec les autres. Et rien que déjà, le vocabulaire qu'on utilise, il est important. Après, il y a un truc, moi, sur lequel j'ai énormément insisté quand j'étais recruteuse, et j'insiste beaucoup en formation, notamment dans les petites et moyennes ESN que j'accompagne, et qui fait une très grosse différence. C'est à chaque fois que c'est possible de faire participer les recruteurs au brief client. Parce que souvent, le brief client, il est mené un peu n'importe comment. Alors en plus, en ESN, il peut y avoir plein de choses. Il y a l'appel d'offres qui arrive sur toutes les boîtes mail. Il faut le traiter en priorité. On comprend rien. C'est hyper jargonneux. Ça fait 27 pages. C'est un enfer, etc. Ouais. T'as le brief où on reçoit un mail très succinct avec 4 lignes, 3 pauvres mots-clés, et puis tu te débrouilles. Et de toute façon, en gros, le client te fait comprendre que ce sera le premier qui va shooter, qui va être servi. T'as pas forcément plus d'infos. Et le dernier, c'est plutôt le besoin où quand même le commercial fait une visio, un appel téléphonique, voire un rendez-vous physique pour pouvoir vraiment comprendre quel est le besoin sur la mission en question. Je dirais que c'est surtout sur ce point où c'est important que le recruteur soit impliqué le plus possible à chaque fois que c'est possible. Et au minimum quand c'est pas possible, parce que l'idée c'est pas non plus que le recruteur se transforme en commercial et qu'il aille sur tous les besoins, etc. Parce que il a aussi son job de sourceur, etc. Mais c'est au moins de pouvoir se poser et se mettre d'accord sur les informations qui doivent être récupérées auprès du client. De quoi on a impérativement besoin pour que le recrutement se passe le mieux possible. Parce que quand tu te retrouves avec un post-it où tu as 3 mots-clés et que le commercial n'a pas essayé de challenger, je pense qu'en tant que recruteur, tu ressens de la frustration. En fait, de te dire, ouais, mais attends, mais je peux pas, enfin, ça n'existe pas. Et le client, il a donné des précisions sur ça, etc. Pour moi, le maître mot dans le binôme commerce et recrutement, c'est vraiment la communication. C'est définir des règles bien précises, que les recruteurs puissent dire, voilà, en fait, tu vois, il me faut ça. Souvent, les recruteurs, ils me disent, ouais, mais le commercial, il m'a pas ramené ça, il a pas posé telle question, etc. Mais est-ce que tu lui as demandé? Ben oui, est-ce qu'il le sait? Est-ce que tu lui as demandé?
Est-ce que tu lui as expliqué? En fait, il y a un côté parfois un peu passif où les recruteurs se disent, bah attends, ça tombe sous le sens, enfin, je comprends pas qu'il ait pas demandé ça. Ben, en fait, c'est normal, c'est pas le même job, il fait pas la même chose que toi, il a aussi, lui, un enjeu de crédibilité par rapport aux clients, donc des fois, ils ont peur Ouais. de poser certaines questions, d'aborder certains sujets parce qu'ils ont peur que le client se dise, ouais, attends, il comprend rien. Et ça, des fois, les recruteurs ont du mal à comprendre. C'est pour ça que c'est bien quand c'est possible de faire les rendez-vous briefs, prospects avec les commerciaux. Moi, j'en ai fait beaucoup en physique ou en visio et c'était super intéressant. Et encore une fois, de définir des règles, de dire, OK, qui fait quoi, quelles sont les infos dont j'ai besoin, tu vois, de se faire une petite synthèse avec, voilà, les 10 infos absolument indispensables qui vont vraiment nous faciliter la vie et où le commercial va avoir ce rôle un peu de relais et de dire au client, voilà, nous, aujourd'hui, on va vraiment traiter votre besoin en priorité le mieux possible, on va travailler ensemble avec l'équipe recrutement, etc. Et voilà de quoi on a besoin. C'est dur, mais en fait, il faut le faire, il faut le demander, il faut le mettre en place. C'est surtout que là, toi, ce que tu mentionnes, nous, ce matin, on discute beaucoup du côté du spectre de recrutement, mais en fait, c'est pas du tout pour dire du mal des commerciaux. En plus, moi, je l'ai été dans un autre contexte pendant 3 ans. C'est que, oui, effectivement, ce biais, les commerciaux, quand ils vont chez le client, eux, ils ont la crédibilité de l'image de la boîte auprès du client. Ils ont besoin de récupérer des infos qui sont effectivement peut-être plus financières, plus relationnelles, stabilisées, s'ouvrir de nouveaux marchés, etc., ou prévoir déjà la suite avec ce client. Là où le recruteur, il a la crédibilité du candidat et d'arriver à trouver la bonne personne, etc., de comprendre. Et en fait, il faut accepter qu'il faut communiquer ensemble et que c'est normal de se poser des questions au sein d'une boîte et au sein d'une équipe et pas de partir du principe que l'autre, il sait ou que c'est la honte. Je ne vais pas lui demander qu'il manque un élément parce que ça ne se fait pas, ça va le mettre en difficulté. Ou à l'inverse, ça me fait passer pour une idiote parce que je devrais peut-être le deviner moi-même tout seul. Et encore une fois, effectivement, je pense que c'est peut-être compliqué pour que tout le temps un recruteur accompagne un commercial, mais tu m'en avais parlé quand on en avait un peu échangé ensemble, il y a plein de manières de retranscrire comme il faut les infos, des enregistrements, il y a l'IA qui peut prendre des notes et faire gagner cette plus-value-là pour être sûr que en fait, tu peux passer toutes les infos et que ça évite aussi aux recruteurs de dire aux commerciaux, en fait, moi, je peux rien faire pour toi parce qu'il me manque A, B et C, donc tu es gentil, tu vas retourner voir le client pour lui reposer des questions et puis tu vas passer pour un broc parce que c'est le meilleur moyen de continuer à envenimer cette relation le commercial, il n'a pas envie de m'aider et en plus, il va être fâché parce qu'il va passer pour un idiot auprès du client. Et le recruteur, il va être fâché parce qu'il ne trouve pas les bons candidats. Donc, le commercial va lui dire, mais en fait, tu ne me trouves personne, tu ne sers à rien. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est compliqué. Et effectivement, il faut de la com, il faut du process, comme tu l'as dit. Et j'en profite pour placer le travail de Super Sarah, qui va vous partager un livret blanc sur cette fameuse collaboration et cette équipe, normalement, qui est un binôme magique de recruteurs et business managers sur quels sont les leviers, d'après les conseils aussi que tu as donnés, pour faire bosser ensemble. Et ça m'amène à discuter un peu du nerf de la guerre, parce que j'ai vu que Eric, dans le chat, posait la question sur comment est-ce qu'on fait pour construire une stratégie de sourcing efficace. Il y a des enjeux clés. Quelles sont pour toi les meilleures pratiques pour structurer, optimiser ton sourcing, pour convaincre et fidéliser les candidats? Enfin, tu vois un peu tout le vaste sujet sourcing, de faire vivre ton sujet derrière. On pourrait dédier un live entier au sourcing. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, construire une stratégie de sourcing, il y a trop de recruteurs me disent, mais où sont cachés les textes? C'est quoi les job boards qui marchent, etc. Ça marche pas comme ça, une stratégie de sourcing. Une stratégie de sourcing, c'est pas juste, j'ai 3 mots-clés, puis je vais aller les taper dans un job board ou sur LinkedIn. C'est beaucoup plus profond que ça. Et je pense que c'est un des gros problèmes aujourd'hui, un des gros enjeux de compréhension en ESN ou ailleurs, hein, c'est que on part tout de suite dans le feu de l'action, sous la pression, dans l'urgence. On se dit, OK, j'ai récupéré mon besoin, j'ai mes 3-4 mots-clés, mon intitulé de poste, et je fonce parce que c'est comme ça, parce qu'il faut que je fasse du volume, du chiffre, etc. J'ai le réflexe LinkedIn. En plus, souvent, en ESN, on va te dire, mais attends, on te paye une licence qui coûte une blinde, donc il faut que tu la rentabilises. Bref, il y a vraiment ce truc de se dire, en fait, il faut que je fasse à fond du volume. Sauf que, vraiment, je le dis et je sais que beaucoup de recruteurs ont des KPI qui sont orientés volume. Ouais. S'il vous plaît, battez-vous autour de ça. Battez-vous sur le fait que les KPI ne soient pas que du volume. Parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que vous contactez beaucoup de gens
en inondant la planète entière avec les mêmes messages, les gens se parlent et vous vous rendez pas compte que vous vous tirez une balle dans le pied. Je l'ai vécu, je sais ce que c'est. On m'a demandé à une période de contacter entre 100 et 150 personnes par semaine. Je devais faire 5 entretiens par semaine, ça n'a pas de sens. Donc, un de mes combats, ça a été vraiment de me battre pour recentrer ça et pour avoir un sourcing plus qualitatif. Parce que l'objectif des 5, 7, 10 rendez-vous par semaine, c'est très bien. Mais en fait, à un moment, on finit par faire n'importe quoi. Pour moi, et vraiment aux formations, j'insiste beaucoup dessus. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le sourcing, c'est ces 3 piliers. La compréhension du besoin. Souvent, vous foncez aussi tête baissée à cause de ça parce que vous n'avez pas compris ce que vous cherchez. Et ça fait partie intégrante de la stratégie de sourcing de se dire, je sais exactement ce que je cherche et je sais où sont les personnes que je cherche. Tout à l'heure, je disais, un des trucs, c'est de dire, OK, j'ai des équipes de recrutement qui me disent, je vais pas aller chasser chez des ESN concurrentes qui font la même taille que moi parce qu'ils font la même chose. On a vu ensemble pourquoi c'est intéressant. La deuxième chose, ça va être, OK, que font les gens que je cherche? Ils sont où? Ils sont dans quel type d'entreprise? Ils sont dans quel type d'écosystème? Est-ce que j'ai la certitude que LinkedIn, c'est le meilleur canal pour les contacter? Est-ce qu'il faut pas aller ailleurs? Est-ce que ces personnes sont en recherche active, pas en recherche active? Est-ce que j'ai un moyen peut-être différent? Par exemple, si c'est des devs, est-ce que vous savez aller les chercher sur les sites où sont les devs? Des plateformes comme GitHub qui peuvent vous aider à trouver de l'info, à personnaliser l'info, à trouver des emails pour pouvoir contacter les gens directement, qui peuvent parfois répondre plus facilement que sur LinkedIn. Donc l'idée, c'est de se dire, je cible mieux et je connais parfaitement les candidats que je veux chercher et je vais pas juste taper dans tous les sens comme finalement 99% des recruteurs tech sur le marché. Si je veux me différencier, c'est je réfléchis à qui sont les gens que je cherche, où ils se trouvent en priorité, dans quel type d'entreprise, s'ils bossent, sur quel type de canaux je vais pouvoir les contacter en priorité. Et 3, j'arrête de miser autant sur le volume. Il vaut mieux que je contacte peut-être 40 ou 50 personnes et que j'ai 20-25 personnes qui me répondent, plutôt que d'avoir la fierté de me dire « Ah, mais génial, j'ai contacté 100 personnes par semaine. Ouais, mais en fait, il y en a 10 qui m'ont répondu. » Et les 90 autres, elles en ont marre de recevoir un mail de ta part toutes les semaines. Donc, de toute façon, tu vas partir en spam. Bisous et bonne journée. Donc, Et en plus, ils vont en parler aux autres. Oubliez pas que les techs que vous contactez, c'est des gens qui ont un réseau, ils sont en presta avec d'autres techs, ils sont dans des équipes, on dirait, ouais, il y a le recruteur ou la recruteuse de machin qui m'a encore balancé son message, regarde. On se construit aussi une réputation comme ça. Le truc, c'est de se dire, OK, il vaut mieux que j'ai un vivier de candidats potentiels, de gens qui me font confiance, qui se disent que je suis pas là juste pour les spammer et me balancer des messages copier-coller. Je sais très bien que c'est difficile, mais à un moment, en fait, il faut se battre pour les bonnes raisons. Il faut se dire, si aujourd'hui vous avez une direction, un management qui vous oblige encore à ne faire que du volume, dans la tech, ça ne fonctionne pas. Il faut réfléchir vraiment aux KPI qu'on va analyser. Le volume, c'est rassurant, mais en fait, c'est pas les volumes qu'il faut regarder, c'est vos taux de conversion. C'est vos taux de réponse quand vous envoyez des messages d'approche sur LinkedIn ou ailleurs. C'est ensuite entre les gens avec qui vous échangez et ceux que vous convertissez sur un processus de recrutement avec un entretien, etc. Puis ensuite, dans les entretiens, ceux à qui on fait une proposition d'embauche, c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est ces étapes-là qu'on va regarder. Et ça, c'est une vraie stratégie de sourcing. Stratégie de sourcing, c'est pas juste une histoire de mots-clés que je balance comme ça dans des job boards, dans des moteurs de recherche. Et j'insiste encore une fois sur la culture tech. Pour beaucoup de gens, c'est secondaire et on se dit ah, ça va, c'est bon, je vais regarder sur Google, j'ai regardé sur ChatGPT. Oui, c'est déjà bien, c'est un bon réflexe, mais attention, c'est peut-être pas suffisant non plus, et avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de l'écosystème, du vocabulaire, ça vous permet aussi d'ouvrir d'autres pistes, justement d'aller chercher peut-être d'autres mots-clés, de savoir que dans telle entreprise ou dans telle équipe, on utilise cette stack-là, etc. C'est ça aussi, être un recruteur IT. On peut pas dire je suis recruteur IT si on comprend rien et qu'on se contente de taper 3 mots-clés dans une barre de recherche. Pour moi, c'est pas... Là, pour le coup, il y a un problème de crédibilité et de confiance.
Et sur ce point-là, parce que du coup, j'ai vu passer la question dans le chat, on parle beaucoup de LinkedIn parce que c'est souvent le défaut setting de, bah, comme tu disais, on me paye un abonnement, je cherche quelqu'un, je vais sur LinkedIn. Est-ce que tu as d'autres, là tu parlais de GitHub, est-ce que tu as d'autres plateformes que toi, j'allais dire, tu affectionnes, ou en tout cas, tu Je as illimité un peu je vois le comment commentaire ça d'Eric qui change. demande du concret. Mais en fait, Eric, le problème du concret, c'est qu'il n'y a pas il y a pas de plateforme Il n'y a pas de magique. recette magique. J'aimerais, si je pouvais dire ça, je serais millionnaire et je serais pas là. Il n'y Ah a pas non. il n'y a pas de plateforme magique, il n'y a pas d'outils qui vont vous sauver. Dans certains cas, LinkedIn sera très adapté selon les postes, etc., Ouais. selon les fonctions que vous allez rechercher. Les devs sont encore très présents sur LinkedIn, mais ils sont extrêmement sollicités. Donc, est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est la stratégie de sourcing, ça va être de dire, par rapport à ce que moi j'ai à proposer, comment je vais me différencier des autres. Si quelqu'un sur LinkedIn reçoit 10 messages, pourquoi il aurait envie de répondre au mien et pas à celui pas aux 9 autres qu'il a reçus. C'est ça aussi la réflexion. Donc après, des plateformes, il y en a plein. Si vous pouvez aujourd'hui avoir recours à des freelances, par exemple, Collective Work fonctionne bien. Vous pouvez aller sur des turnover IT, etc., qui fonctionnent bien aussi. Si vous cherchez plus des personnes sur du CDI, mais encore une fois, tout dépend ce que vous avez à leur proposer. Si vous n'avez rien de concret à leur proposer, que vous avez 2 lignes pour leur dire « Ah, j'ai une super opportunité pour vous », mais en fait, peu importe la plateforme sur laquelle vous allez, il n'y en a pas, je vous rassure tout de suite. Aucune ESN, aucun cabinet avec lesquels je travaille depuis 5 ans n'a trouvé l'outil magique. Ça n'existe pas. Et, Ouais. et, et les techs ne sont pas rassemblés dans un endroit caché magique en vous attendant. Hein. Dans une petite forêt. Ils sont Ils là. sont pas, voilà. Oui, en plus, tu as raison, Johan. Collective Work, ils ont en plus ouvert l'option open au CDI. Je pense aussi à d'autres choses qui sont un peu différentes, mais des approches dans les communautés, les Discord, les Slack, Oui. les Meetup où on peut repérer des gens qui vont sur ça. Alors, il faut pas avoir une approche de bourrin. Vous n'allez pas débarquer sur un Discord en disant salut, balancez vos messages d'approche ou vos annonces pas complètes, mais plutôt avoir une approche, voilà, je suis recruteur, je suis recruteuse dans la tech, je recrute régulièrement pour une ESN sur tel type de mission, tel type de stack. Aujourd'hui, comment ça se passe? Demandez à vos candidats sur quelle communauté ils sont, comment ils ont fait leurs recherches, sur quelle plateforme ils sont présents, etc. Ça, c'est un moyen de s'enrichir aussi, de comprendre. Mais en tout cas, il n'y a pas d'outil magique. Et pour toi, parce que là, je vois la question aussi d'Amandine sur quel est l'avenir des annonces et des candidatures. Là, c'est la logique inverse de t'es pas en chasse, mais t'es en attente. Et du coup, Ouais. tu as posé les éléments quelque part. Est-ce que pour toi, ça reste une stratégie qui est Ouais. valable et efficace? Encore potentiellement, parce que là, tu me parles d'adapter le message. Je pense qu'on est complètement dedans. Mais je veux bien ton avis là-dessus. Clairement, pour moi, l'annonce, elle est pas du tout morte dans la tech. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que on a tendance dans la tech à dire, ah, les annonces, ça marche pas. En fait, les annonces dans la tech, ça marche pas parce que la plupart de vos annonces sont nazes. Elles sont nulles. Donc, elles sont nulles. Et en fait, du coup, les gens sont là en train de se dire, bah, en fait, l'annonce est nulle. Bah, non, je vais pas y répondre. C'est un cercle vicieux. On poste des annonces qui sont mauvaises en se disant bon bah on tente le coup, ouais ok. Du coup on envoie plutôt un signal négatif aux gens qui se disent mais en fait je comprends pas ce qu'ils cherchent, le besoin il est pas cohérent, la liste de compétences c'est une liste de courses, je n'y vais pas, ça n'a aucun intérêt. Donc on ne fait pas d'effort parce qu'on se dit bah tu vois j'ai posté une annonce, ça marche pas, j'ai pas reçu de candidature ou j'ai reçu que des candidatures à côté de la plaque et du coup on se dit bah en fait ça sert à rien de faire des efforts. Honnêtement, je le vois avec mes clients que j'accompagne aujourd'hui, notamment sur ce volet-là, quand on fait des efforts et qu'on va vraiment travailler le besoin, qu'on fait en sorte que l'annonce soit cohérente, qu'on parle du projet, qu'on parle de la stack de manière Ouais. pareille, cohérente, ça donne des résultats. Et particulièrement en ce moment, on sait, si vous êtes, il y a beaucoup de recruteurs tech dans le chat, vous savez que depuis quelques semaines, enfin plus que ça même, depuis quelques mois, on va dire depuis allez, ça fait 1 an. Le printemps 2024, même un peu avant, c'est très compliqué dans l'IT. Le marché s'est ralenti. Il y Ouais. a de plus en plus de tech qui sont à l'écoute du marché, y compris des profils plus seniors qui n'avaient pas l'habitude de chercher du boulot. Ces gens-là, leur premier réflexe, vous croyez que c'est quoi? C'est d'aller chercher des annonces à Ouais. l'ancienne. Ils vont aller regarder les annonces. Sauf que si votre annonce elle est pourrie, que vous racontez n'importe quoi sans vous en rendre compte,
ben, les gens, ils vont pas répondre à vos annonces. Donc pour moi, ça reste un créneau. Maintenant, il faut pas tout miser dessus. Une stratégie de sourcing, c'est aussi une stratégie multicanale. C'est aussi une stratégie de sourcing bien pensée, où on va pas mettre tous ses œufs dans le même panier, se dire, OK, je teste des choses et je mesure aussi les résultats que j'obtiens. Je fais mes trucs et je teste. Comme les messages d'approche. Si vous acharnez à toujours envoyer le même message d'approche et à dire, ah, les gens, ils répondent pas, ah bah, peut-être que le problème, c'est pas les gens, peut-être que le problème, c'est votre Problème, message c'est le d'approche. message. Et Peut-être. tu es aussi en train de soulever un point intéressant, parce que tout à l'heure tu parlais des gens qui répondent pas et cetera, ou alors des candidats, pour lesquels, bah, vous êtes allés loin dans le process et puis finalement le candidat il a dit non, parce qu'on parlait un peu tout à l'heure, on peut quand même le récupérer un peu plus tard. Mais ça amène la question d'entretenir un vivier de candidats actifs. On a souvent l'impression que, oh, c'est du one touch. Je vais envoyer un message, la personne va répondre, je vais lui dire, bah, finalement ça le fait pas, bisous et bonne journée, ou alors quelqu'un fait une candidature spontanée. Tu as pas de poste à lui proposer à ce moment-là. Tu te gardes dans ta pile de CV à l'ancienne et en fait, tu vas jamais le recontacter. Sauf qu'en vrai, il y a potentiellement quelque chose à faire avec ça, avec ce vivier de candidats pour te faciliter le travail, entre guillemets, pour la suite et t'aider sur ton sourcing. En réalité, ce sujet-là, pour moi, ça rejoint le sujet de volume dont on parlait tout à l'heure. C'est Mhm. que souvent, dans la tech et dans plein d'autres domaines, mais dans la tech, c'est particulièrement vrai, quand on a un besoin, on a ce réflexe de tout recommencer à zéro. Souvent, on a ce réflexe-là pour deux raisons. Un, parce qu'on se dit, ah bah oui, mais il me faut des nouveaux candidats frais, machin, etc. Donc, je repars sur LinkedIn, sur les job boards, Ouais. à la recherche du Graal. Soit parce qu'on n'est pas bien outillé aussi et qu'il y a beaucoup de gens qui me disent bah en fait j'aimerais bien mais regarde la tronche de mon ATS, je peux pas chercher des gens. C'est Donc pas quoi faire avant que ce soit. c'est pas une question, des fois c'est pas une question de volonté, c'est aussi une question de moyens, etc. Malgré tout, Ouais. s'intéresser à des gens qu'on a déjà vus, qu'on a déjà reçus. Je vais donner un exemple très concret. Moi, il y a un truc que je faisais beaucoup quand j'étais recruteuse, c'est que, enfin, en gros, dans un process, il se passe deux choses à la fin. Hein. On signe ou on signe pas. Quand on signe pas, soit c'est parce que le candidat a refusé ta proposition et qu'il a signé ailleurs, soit c'est parce que c'est toi, entreprise, qui a mis un stop pour X raison. Mm, Quand c'est le candidat qui a dit non, il y a un truc vraiment que moi j'ai beaucoup fait et qui fait que des années après, des candidats se rappellent de moi et continuent de m'écrire et je te dis, je t'avais dit, mais pour certains, ils m'ont envoyé enfin, des faire-part de naissance, des faire-part de mariage. Ils me racontent quand ils partent en vacances, quand ils se sont mis à leur compte, ils m'ont demandé des conseils, etc. C'est vraiment de créer ce lien de confiance en se disant, en fait, le candidat, il m'a pas dit non à moi. Déjà, je vais mettre de côté ma frustration, je le prends pas personnellement, c'est pas à moi qu'il a dit non, c'est à ma oui. boîte. Et puis, il a dit non, ben, parce qu'il a pensé qu'à ce moment-là, c'était le meilleur pour lui. Les candidats nous appartiennent pas. Donc, déjà, je prends ce recul-là. Deuxième chose, je notais toujours quand un candidat me dit, ben voilà, j'ai dit non, j'ai signé ailleurs, je commence à tel moment. Je vais pas forcément le forcer déjà à me dire où il a signé. Ça, c'est, voilà, si les candidats ont envie de me le dire, ils me le disent. Et la deuxième chose, c'est que je note à quelle date il va commencer son Ouais. nouveau job. Et le jour où il démarre, je lui fais un petit message. J'avais des templates, on peut utiliser des TextBlaze, des Briskin, ce qu'on appelle des expandeurs de texte pour faire ça. On se fait un petit template tout simple. Et salut, j'ai noté que c'était aujourd'hui ton premier jour dans ton nouveau job. Je te souhaite que ça se passe le mieux possible. Pourquoi je fais ça? Parce que je laisse une Mm. porte ouverte. Et en fait, j'ai des gens qui m'ont dit «Ah, super sympa, merci de t'en être rappelé et tout». Et j'ai des gens qui parfois sont revenus pendant leur période d'essai pour dire en fait ça va pas du tout, je me sens pas, les promesses elles ont pas été tenues. Mm. Est-ce que la mission dont on avait parlé elle est encore dispo, ou alors est-ce que tu as encore quelque chose pour moi, etc. Et en fait de faire ça, oui ça prend du temps, oui c'est un effort, mais purée, cet effort, il paye, quoi. Parce qu'en plus, des Ouais. gens comme ça qui sont sympas et tout, il se passe quoi derrière? Ça peut devenir des prescripteurs de business. Mm. Le gars part chez un client ou je sais pas quoi, et puis après, il va te contacter en disant, hey, au fait, dans l'équipe, en ce moment, on cherche tel profil, vous sauriez nous accompagner sur ça chez vous? Donc, tu ramènes du business. Deux, c'est quelqu'un qui va peut-être parler de toi aussi à ses copains, c'est son réseau. Dire, ben, tu vois, j'étais en recherche et bah, purée, j'ai dit non, mais elle a été super cool, elle a pris le temps de m'envoyer un petit mot et tout ça, ça s'est super bien passé. Franchement, si tu cherches du taf, bah, chez eux, quoi, ils sont Mm. cool. Donc, il y a de la reco, il y a un côté un peu cooptation. En vrai, t'as tout à gagner à faire ça.
franchement, enfin, c'est un moment. Moi, je sais que dans mon agenda, j'essaie toujours de me bloquer au moins un créneau d'une heure toutes les semaines, Ouais. souvent le vendredi, pour reprendre un peu contact avec des gens, tu vois, te dire, tiens, je vais reprendre peut-être contact avec les gens que j'ai vus il y a 3 mois, etc. Dans la tech, les choses, elles évoluent assez vite. Hein. Ce qui était vrai à l'instant T peut avoir évolué la fois d'après. Je donne un autre exemple très concret aussi, qui est peut-être plus lié au message d'approche, mais imagine que, et ça arrive tout le temps, et les recruteurs qui sont dans le chat le savent, vous envoyez des messages d'approche et quelqu'un vous dit « je suis pas intéressé, Ouais. je suis pas à l'écoute du marché ». Souvent, premier réflexe des gens, ils vont dire quoi? Ah bah ok, merci, bon bah on reste en contact. Allez, à plus tard. Allez, salut, hein, on reste en contact. Ici, J'aimerais mon adresse savoir, et mon numéro de téléphone. ouais, j'aimerais savoir qui est revenu vers vous, honnêtement, qui est revenu vers vous quand vous avez fait un message comme ça. Le petit truc qui peut changer les choses, c'est de dire, ok, déjà, merci d'avoir pris le temps de répondre, parce que les gens ne nous doivent rien. Et deux, ok, je note que tout se passe bien aujourd'hui, tant mieux. Ouais. Mais si vous pouviez changer une chose dans votre job actuel, ce serait quoi? Parce qu'aucun job n'est parfait. Ou alors, si je dois vous recontacter, c'est pour quel type de poste et dans combien de temps? Toujours poser des questions aux gens pour leur montrer qu'on s'intéresse à eux, récupérer de l'info que je vais pouvoir réexploiter derrière. Et une fois que j'ai créé cette connexion avec la personne et que je lui ai montré qu'elle compte pour moi et que je suis pas juste là en train de faire du one-shot et d'envoyer mes copier-coller, là, je peux avoir une démarche de dire, ok, ben, je propose qu'on reste en contact, je vais vous envoyer une invitation. Et puis, on peut aussi dire, ok, je sais pas, je vous recontacte dans quelques temps. Et puis si jamais entre-temps vous avez un contact ou moi j'aime bien faire de l'humour, donc je disais souvent aux gens, ok, bah je note que vous, du coup, vous n'êtes pas dispo pour le moment, vous n'avez pas un clone? Vous n'avez pas une jumelle, un jumeau, quelqu'un qui a envie de bosser dans la même chose? Bah Je vous oui. jure, c'est cool. Ah Présentez-moi ouais. quelqu'un. Donc il peut y avoir ça et un truc qui est sous-estimé aussi dans le recrutement tech, c'est les relances. Faire des relances aux gens et dire, je vous donne ma relance qui a le mieux marché quand j'étais recruteuse. J'en parle souvent en formation. Ma meilleure relance, c'est est-ce que mon premier message était si nul que ça? Ah, j'adore. C'est court. C'est génial. Et en fait, il y a plein de gens qui revenaient vers moi en disant mais non, pas du tout, désolé. Enfin, les gens s'excusaient quoi. Les gens s'excusaient genre ah non, pardon, j'avais pas vu votre message, etc. Mais souvent ça on le fait pas. Faites au moins une relance. Faites au moins une relance. Une relance, ça peut déjà tout changer. Et ça, souvent, on le fait pas. Du coup, là, tu me parles aussi d'être très humain, Ouais. d'entretenir cette relation, d'utiliser, les émotions, de sortir du cadre, de s'affranchir des codes, de tester des choses pour, entretenir ce vivier et cetera. Et du coup, quid, c'est la dernière question du jour, parce que je vois que ça défile, de l'IA, parce qu'on la voit de plus présente, j'allais dire même partout, parce que c'est même pas que dans les pratiques du recrutement, on la voit partout. Mais en l'occurrence, concrètement, est-ce que tu penses que ça peut aider pour le recrutement en ESN? Et est-ce que toi-même, tu as des outils à recommander sur le recrutement, des choses dont tu te sers au quotidien, des tips à faire partager? Bon, déjà, enfin oui, effectivement, l'IA, c'est le sujet. J'ai l'impression que tous les ans, depuis 2 ans, depuis 3 ans maintenant, on se dit c'est le sujet de cette année, etc. Bon, on en parle partout, Ça comme revient tu tout le dis, temps. dans tous les domaines, dans tous les salons, etc. C'est vraiment l'invité spécial. Tout le monde parle que de ça. Ouais. Bon, l'IA, c'est pas ça, c'est pas un outil magique. Je continue, je reviens sur ce qu'on s'est déjà dit. Si votre boîte a la mauvaise réputation et que vous assumez pas le SN, etc., que vous connaissez pas bien votre marché, que vous n'avez pas une très bonne culture tech, que vous avez du mal à nouer ces liens de confiance et de crédibilité avec les gens, l'IA, ça va pas vous sauver. Hein. Ça va pas changer grand-chose. Déjà, ce que je conseille de faire quand même surtout, on a tendance à vouloir accélérer les processus, à confier plein de choses à l'IA. Pour le coup, moi, Ouais. j'aide aussi les équipes à prendre en main l'IA. Le premier conseil que je leur donne, c'est ne déléguez pas à l'IA des choses que vous ne savez pas faire. Parce que si derrière vous faites ça, vous ne pouvez pas vérifier, contrôler que ce que vous dit l'IA est juste ou pas. Donc attention à pas vouloir gagner du temps n'importe comment, à pas faire n'importe quoi et à vous dire ah ben c'est bon, je vais déléguer ça à l'IA parce que je sais pas le faire. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment de se dire je vais plutôt déléguer, identifier ce que je veux confier à l'IA, bien connaître, bien maîtriser mon process, savoir qui fait quoi, etc. Et une fois que j'ai identifié tout ça, je vois ce que je peux déléguer à l'IA. Après, il y a 2 points.
Quand on parle d'IA, c'est très large. Il y a les IA vraiment génératives du type que tout le monde connaît, ChatGPT, Gemini, Claude, ce qu'on veut, qui sont plutôt des IA qui sont assez intéressantes pour brainstormer, trouver des idées, faciliter tout le travail de contenu, les annonces, les fiches de poste. Il y a par exemple un truc qui peut très bien marcher, c'est j'ai une fiche de poste ou une annonce, je me rends pas bien compte, j'ai du mal à détecter si c'est cohérent ou pas cohérent, si c'est bien ou pas. Avec ChatGPT, en lui donnant le rôle, je sais pas, imaginons je cherche un profil DevOps, je dis à ChatGPT, tu vas te mettre dans la peau d'un DevOps expérimenté, je te donne une fiche de poste, dis-moi tout ce qui te paraît flou, incohérent, et qui pourrait, toi, en tant que candidat, te dissuader de postuler. Tu travailles un prompt comme ça te permet de repérer des choses et de te dire, ah bah ok, en fait, c'est peut-être pour ça que personne répond ou que j'arrive pas à recruter sur ce poste, parce qu'en fait, ce profil, il y a ça qui va pas. Ça, c'est un truc qui marche super bien. Ouais. On teste beaucoup en formation et ça marche très bien. Après, il y a d'autres outils qui utilisent de l'IA. Parce que, attention, la hype autour de l'IA, machin, etc., ouais, ok. Il y a des outils qu'on utilise notamment dans le sourcing ou des ATS qui vont intégrer des fonctionnalités d'IA pour faire du matching, du scoring avec des scorecards, etc., qui vont permettre, je sais pas, on parlait tout à l'heure d'enregistrer des entretiens, des comptes rendus, ça peut être très utile. Des outils comme Nuta, pour le coup, Nuta est français, donc autant l'utiliser, ça peut être vraiment intéressant pour garder vraiment toute la structure de l'entretien est très concentrée sur l'échange avec les gens. C'est pareil, j'ai envie de dire, attention, moi je peux pas donner des outils comme ça, après vous pouvez venir me parler sur LinkedIn et on peut en discuter, etc. C'est difficile pour moi de donner des conseils génériques par rapport à l'IA, parce que l'IA va dépendre énormément de ce que vous faites, de vos pratiques, etc., de votre charte usage, bon usage, sécurité en interne avec les DSI et tout. Moi, j'ai des clients qui me disent, ah non, mais les IA chez nous, c'est niet. La DSI a dit non. Après, il y a des encadrements. Il y a certains outils que vous avez le droit d'utiliser, pas utiliser, etc. Donc, il faut aussi réfléchir à ça, voir ce qui est compatible, pas compatible, pour savoir quels outils on veut et garder en tête que c'est vos outils qui doivent s'adapter à vous et vos process et pas l'inverse. Ne vous forcez pas. Si vous devez trop vous adapter à vos outils, changer trop vos manières de travailler, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Et puis, dernier point, attention à tout ce qui est RGPD, protection des données sensibles. Je vois des gens qui rentrent des CV pas anonymisés, etc., dans des chats GPT et tout. Là, il y a un gros sujet et il faut travailler sur ça, sur sur les données sensibles et tout, sur la protection. Il faut faire attention à ces sujets-là. Et après, je le redis, en fonction de certaines problématiques, si vous avez des questions, vous pouvez, n'hésitez pas à venir me parler. J'y réponds. Si je peux. LinkedIn est grande ouverte. Exactement. Mais pour la partie IA, tu as complètement raison. Je sais que, tu vois, par exemple, en interne, c'est l'instant un peu promo, mais chez Boond, on bosse sur cette intégration-là parce qu'on a pas mal de clients qui nous posent des questions sur... On a un vivier, notre ATS, il est super, on a déjà qualifié beaucoup de candidats, on a beaucoup d'infos, beaucoup de manières de filtrer, etc. dans Boond pour aider à trouver le positionnement parfait, mais on a besoin d'aller plus loin parce que finalement, on a un volume qui devient hyper conséquent. Et est-ce que l'IA peut aider ? Et ben chez nous, on est en interne, on est sur cette réflexion-là d'avoir l'IA qui appuie la recherche et qui t'explique pourquoi, mais en même temps, il ira aussi loin que ce que tu es capable de mettre dans le système et de lui expliquer de tes candidats, etc., pour qu'ils puissent s'imprégner et te donner, entre guillemets, les possibilités et les choix pour t'aider à travailler plus vite. Oui, mais encore une fois, nous, on pousse ce côté métier quand même, tu vois, derrière. Ça qui est intéressant. Je pense que c'est important de garder nos compétences, de garder la valeur. On parle beaucoup de l'humain, etc. Ça fait peur. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui il faut qu'on garde la maîtrise et qu'on sache sur quoi on veut aller. C'est pour ça que bien connaître son process, bien connaître qui fait quoi, avoir une bonne communication les uns avec les autres, c'est essentiel. Parce que quand tu commences à rajouter la brique IA, ça peut foutre un bazar phénoménal dans les équipes. Et encore une fois, je trouve qu'en France, on a un peu du mal à aborder vraiment ce sujet de sécurité, de protection des données dans un domaine qui est déjà hyper sensible. Parce que dans le recrutement, avant l'IA, on avait déjà du mal
à gérer les données sensibles. Ouais. Je vois des trucs complètement délirants, des fois en formation, de gens qui mettent des trucs fous dans leurs ATS, qui n'ont pas de vraie politique de gestion des données sensibles, etc., qui ont du mal à expliquer aux candidats ce qu'on fait avec leur CV. Tous les outils de scrapping, hein, quand tu vas récupérer de l'info, des mails, des coordonnées, etc., alors que les gens ne t'ont pas clairement donné leur consentement sur ça. Ouais. Attention à tout ça. Si en plus on rajoute l'IA derrière, il faut être quand même très prudent. Donc attention à toujours vérifier ce que vous avez le droit de faire ou pas. Et je le redis, on a cette tendance à vouloir confier beaucoup de choses à l'IA, mais faites quand même attention à confier en priorité des choses à l'IA que vous savez faire. Ouais. Parce que sinon, vous allez avoir du mal à vous rendre compte que l'IA hallucine. Et notamment, je le redis par rapport à la partie culture tech, etc. J'ai des gens des fois qui me disent ouais, au début, j'hésitais un peu à faire la formation culture tech avec toi parce que je pensais que avec ChatGPT, ça se passerait bien. Allez faire le job. C'est un bon complément. C'est un super bon complément. Mais c'est pas, pour l'instant, en tout cas, peut-être que dans 6 mois, je tiendrai pas le même discours. ChatGPT ne remplacera pas une formation où vous pouvez vraiment prendre le temps de comprendre, d'avoir des questions. Encore une fois, je le redis, de programmes qui souvent ont été construits avec des techs où vraiment vous allez avoir la certitude que les infos que vous récupérez sont fiables, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas toujours le cas avec l'IA. Donc faites attention à ça. On ne peut pas forcément toujours tout vérifier. Eh bien, Hélène, je crois qu'on arrive à la fin de tout ce qu'on avait envie. On est pile poil dans les temps. J'ai pas trop dépassé, tu sais, c'était mon stress. Si en plus on a fait un truc absolument génial, on a répondu en même temps, grâce à Sarah et en live, aux questions. Merci Sarah, t'es vraiment assurée. Franchement, merci à tous d'avoir fait ça, de cette conversation avec nous ce matin sur un sujet absolument passionnant. Comme quoi, tout à l'heure, quand je disais qu'on pouvait parler beaucoup plus avec Hélène et qu'elle était absolument passionnante sur le sujet, j'en pourrais encore continuer 1 heure de plus. Mais je crois que les gens vont finir par avoir besoin d'aller remettre les nez dans les boîtes mail pour aller déjeuner. Ouais. En tout cas, nous, ça nous a fait super plaisir de vous avoir avec nous. J'ai 2 petits trucs à vous mettre sur l'écran si jamais vous utilisez Boond et que l'outil vous plaît et que vous avez envie de parrainer pour faire profiter de ce que Boond est capable de faire en termes d'ATS et de suivi du recrutement, etc. N'hésitez pas à... hop là, je me bats avec mon propre système. Ajouter à la session tech. Et hop, et bien du coup, je vous mets une petite pop-up pour que vous puissiez cliquer sur le lien. Et puis, comme ce matin, on a quand même pas mal échangé. Si jamais le format vous plaît, n'hésitez pas aussi à nous mettre des petits commentaires nous laisser un avis Google. Je continue à vous afficher les petits liens qui vont bien. Et surtout, là, comme on vous l'avait promis au tout début, parce qu'on tient toujours nos promesses avec Hélène, vous allez recevoir le lien du replay si vous avez dû partir un petit peu avant la fin, parce que vous aviez des choses urgentes à traîner, et il y aura le replay, il y aura le replay. Il y aura également le livre blanc, comme promis, qui reprend sur le sujet stratégique de la relation entre le recrutement et la partie commerce. Et dans le petit mail, n'hésitez pas, il y aura un retour de qu'est-ce que vous avez pensé de ce format. Comme on vous l'a dit au début, c'est la 2e édition de ce format-là, avec Sarah et Hélène d'ailleurs. On adorerait savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé la manière dont on a déroulé, donc on a échangé, dont on a parlé avec vous dans le chat. Est-ce que le sujet vous a captivé? Est-ce que vous voulez en voir plus? Parce que pourquoi pas, tout est possible. Et donc du coup, n'hésitez pas, quand vous recevez ce petit mail, à cliquer sur le lien pour venir nous dire tout ça, ou alors à ouvrir la porte de nos LinkedIn respectives pour venir discuter avec nous et venir poser plein de questions hyper intéressantes à Hélène ou à bénéficier de ton expertise, parce que je pense qu'il y a plein de choses à faire. Est-ce que tu as un dernier mot de ton côté, Hélène, que tu as envie de... J'ai un dernier petit mot, mais tu vas me dire, et Sarah aussi, si c'est possible ou pas. J'avais un petit lien, un petit cadeau quand même pour les gens qui ont suivi. J'aurais aimé partager avec eux mon tableau. J'ai un tableau de ressources, un tableau qui est accessible en ligne gratuitement sur Airtable, dans lequel j'ai listé toutes les ressources qui me sont utiles pour faire ma veille, suivre l'actualité dans la tech. Il y a plein de choses. Et notamment pour s'acculturer aussi, des chaînes YouTube, des podcasts, des articles, des fiches métiers, des newsletters qui sont intéressantes. Donc voilà, si on peut rajouter ce lien dans le mail avec le replay, etc., ce serait super. Si tu l'as aussi sous la main, on peut le mettre directement dans le chat.
Je dois Comme l'avoir. ça, toutes les personnes qui sont là vont pouvoir le récupérer. Je vais mettre le lien tout de suite. Hop. Tac. Je le mets à jour très régulièrement, donc aujourd'hui il doit y avoir une 50aine de ressources, mais vous pouvez... J'ai les gens dans le chat quand qui vous le sont rechargez, vous verrez que je le mets à jour au moins une fois par mois. Donc, voilà. ceux qui sont encore avec nous sont très contents d'être restés jusqu'à la fin pour avoir ton Airtable magique. Voilà. C'est le petit cherries on the top. Mais Hélène, merci beaucoup d'être venue avec moi ce matin. Merci pour l'invitation. À cet exercice. Ça a été un vrai plaisir d'échanger et de passer ce moment en ta compagnie. Et ben, du coup, si tout le monde est prêt, je pense que c'est l'heure de fermer les portes et de dire merci à tout le monde et de vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir tout le monde.